Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'une des figures les plus incroyables de l'histoire chinoise, Liu Bei. Son parcours, ce n'est pas juste celui d'un seigneur de guerre. Non, c'est une véritable masterclass sur comment on bâtit une légende, même quand absolument tout semble contre soi. Voilà la question. C'est tout le paradoxe Liu Bei. Comment un homme dont la carrière militaire n'est, en gros, qu'une longue série de défaites, arrive non seulement à s'en sortir, mais à fonder sa propre dynastie. C'est ça, le mystère qu'on va tenter de percer. Ce qui est dingue, c'est vraiment le fossé entre les faits bruts et la légende. D'un côté, on a la réalité, défaite sur défaite, des années aérées sans territoire, et de l'autre, l'image du souverain parfait, un vrai symbole de vertu. Alors comment il a fait ? Quel était son secret pour transformer ses échecs en une histoire aussi puissante ? Pour comprendre, il faut revenir sur la période la plus longue et la plus sombre de sa vie. C'est là qu'il a perfectionné une stratégie qu'on pourrait appeler le paradoxe du perdant bienveillant. Pendant presque 20 ans, Liu Bei, c'est un seigneur de guerre sans domicile fixe. Il passe d'un protecteur à l'autre, il collectionne les défaites, parfois même les trahisons. Et pourtant, le point absolument crucial, c'est que son noyau dur de fidèles, des légendes comme Guan Yu et Zheng Fei, ne l'a jamais lâché. Sa véritable force, ce n'était pas un territoire, c'était la loyauté incroyable qui l'inspirait. Mais attention, cette loyauté, elle ne sortait pas de nulle part. C'était le résultat d'une stratégie mûrement réfléchie. C'était son arme secrète. La construction méticuleuse d'une image de bienveillance. Cette phrase, c'est vraiment la pierre angulaire de toute sa légende. On est à la bataille de Changban, il fuit son pire ennemi Cao Cao, et des dizaines de milliers de civils décident de le suivre dans sa fuite. Ses propres conseillers lui disent « Mais abandonne-les, on ira plus vite !» Et lui, il refuse. Et ça résume parfaitement son génie. Militairement parlant, c'est un désastre total. Il se fait rattraper, son armée est écrasée. Mais, pour sa réputation, c'est la plus grande victoire de sa vie. L'histoire se répand comme une traînée de poudre. Il existe un chef qui préfère la défaite, la mort même, plutôt que d'abandonner son peuple. Il devient tout simplement l'opposé absolu des tyrans de son époque. Bon, il a l'image du type bienveillant. Mais ça ne suffit pas. Il lui manque une certaine légitimité intellectuelle. Et c'est là qu'intervient le deuxième ingrédient de sa légende, un acte d'humilité qui va absolument tout changer. L'histoire des 3 visites, c'est un classique. Et c'est fondamental pour comprendre. Il ne s'agit pas juste de recruter un stratège de génie, c'est une véritable mise en scène. En s'abaissant lui-même, lui, le général respecté, pour aller chercher un jeune inconnu dans sa campagne, il envoie un message hyper puissant à tous les talents du pays. Ici, on reconnaît et on respecte la sagesse, peu importe d'où elle vient. Cette citation, elle est célèbre. Elle symbolise la fusion totale, la confiance absolue entre les deux hommes. Avec Zhu Zheliang à ses côtés, Liu Bei change de statut. Il n'est plus seulement ce guerrier charismatique, il devient souverain éclairé, avec une vraie vision stratégique pour bâtir un empire. Et c'est là que ça paye. Des décennies à soigner son image, à construire sa réputation. Et voilà que tout se met en place. Le vagabond vertueux est enfin prêt à prendre le pouvoir. Le vrai point de bascule, c'est la campagne de Hanzhong. Pour la toute première fois, Liu Bei, en tant que commandant en chef, affronte directement son rival de toujours, Cao Cao. Et il le bat. Dans une guerre longue et difficile. L'impact est énorme. Ça pulvérise définitivement sa réputation de perdant magnifique. Après ça, tout s'accélère. La victoire de Hanzhong lui donne la crédibilité qu'il lui fallait pour se proclamer roi, et donc se mettre au même niveau que ses rivaux. Et à peine 2 ans plus tard, quand la vieille dynastie Han s'effondre pour de bon, il franchit la dernière étape. Il se proclame empereur, l'œuvre de toute une vie. Mais l'histoire n'est pas finie. Au sommet de sa gloire, il va prendre une décision purement émotionnelle qui va presque tout détruire. Sauf que cette erreur sera suivie d'un acte final qui, lui, va graver sa légende dans le marbre pour l'éternité. Fou de rage, voilà son état d'esprit. Son frère juré, le grand Guan Yu, vient d'être exécuté. Alors Liu Bei ignore tous les conseils de prudence, y compris ceux de Zhu Zheliang, et il lance une invasion massive contre son ancien allié, le royaume de Wu. C'est une campagne de pure vengeance, pas de stratégie. Le graphique parle de lui-même. C'est un désastre absolu. Toute son armée, le fruit de 30 ans de galère, est littéralement anéantie en une seule bataille. Son jeune royaume est à genoux, vidé de ses soldats, de ses vétérans, de ses ressources. C'est la catastrophe. Vaincu, malade, il sait qu'il va mourir. Alors il convoque son premier ministre, Zhu Zhelang. Et sur son lit de mort, il lui confie son fils, et avec lui, l'avenir de tout son royaume. C'est une scène qui est devenue l'une des plus célèbres de toute l'histoire de la Chine. Sur son lit de mort, il dit en substance à Zhu Zheliang « Si mon fils est compétent, aide-le. Mais s'il ne l'est pas, n'hésite pas à prendre le trône pour toi-même. » Cette phrase, elle fait encore débat aujourd'hui. Est-ce que c'était un acte de confiance ultime, la preuve qu'il faisait passer l'État avant sa propre famille,
Ou alors, un test politique absolument génial pour forcer Zhou Zhiliang à jurer une loyauté éternelle sous peine de passer pour un usurpateur. Et finalement, c'est la question qui demeure. Est-ce que Liu Bei a réussi parce que c'était un homme profondément bon, ou est-ce qu'il a réussi parce qu'il a compris bien avant tout le monde que dans une époque de tyrans, la bienveillance était l'arme politique la plus dévastatrice ? La vérité, elle se trouve probablement quelque part entre les deux.